Là, on est bon ou pas? Le saviez-vous, cet utilisateur était en train de regarder le stream de Paul de ce matin. A-t-il apprécié? Oui. A-t-il compris que ce soit pas vraiment? Mais ainsi va la vie. Et s'il y a besoin, moi j'explique tout. Oh non, le pigeon. Ok, on a un pigeon qui s'est... Ça va toi? Sur la rambarde. Eh, chaud patate, hein. Donc, alors attendez, on a été où? Tac. C'était là quand le mec il a demandé en gros comment ça faisait pour tourner ou pour être bloqué, si ça tournait ou ça bloquait. Et en vrai, moi j'ai tout expliqué. En fait, je trouve que si c'est. En fait, je trouve que c'est super cool, moi, quand on m'explique comment tout fonctionne. Et du coup, je vais pas commencer à regarder les gens de haut parce qu'ils connaissent pas mon métier à moi, quoi. T'imagines le truc? Ok. Bougez pas. J'ai juste un réglage à faire. Parce que là, j'ai le retour du chat, mais qui est vraiment. Ah, attendez. Je sais. Euh, Bougez pas. Oui, c'est bon. Parce qu'en fait, j'étais droite, j'alterne entre les deux et tourner la tête pour regarder le retour du chat, c'est un peu merde. Oui, c'est ça, je pense qu'il faudra juste un tabouret ou un truc comme ça. Tac. Emporter 450 points de chaîne. Attendez, ma glaciote me permet d'être un rempart contre cette chaleur. Donc, on était où? Ça, c'est bon. Ça, point. Le café est ici. Je rapproche la table basse et c'est bon, on peut se lancer. C'est grave technique. Moi, j'adore les explications techniques. On me voit bien. Je suis pas en diagonale? Non, c'est bon. Je suis pas un peu en diagonale? Bougez pas que je regarde. Est-ce que la caméra est pas en diagonale au niveau de la modération? Là, moi, le truc est penché, mais est-ce que la caméra est penchée, toi, quand tu regardes? Non, c'est bon? Ok. Et bah, dans ces cas-là, on continue. Donc, je suis tombée, hop, sur le site de la passerelle de la BMF. Il me reste environ 20 minutes du stream, et le hasard a fait que t'as lancé le moment. On se couchera moins con. Donc, forcément, on est là. C'est trop bien. Oh, coucou Vince! Cette fois, je rate pas le stream. Avec plaisir. Franchement, en vrai, avec plaisir. Mais c'est trop bien. C'est trop cool. Bon, on continue. Là, j'ai checké un petit peu les sources que je pouvais avoir. Donc, du coup, j'ai trouvé la source de la Bibliothèque nationale de France. Tais-toi. Siri, on se tait. Ok, donc je suis tombée sur la source de la Bibliothèque nationale de France. Attends, si je me mets en diagonale, normalement, on est bien. Et donc, la BNF, elle va retracer, en fait, elle m'a fait un petit récap de toutes les expériences qu'il y avait au niveau de l'électricité. Donc, William Gilbert, on en a parlé la semaine dernière. Coucou Smeraldos! La bouteille de Leyde, ancêtre du condensateur, donc ça c'est bon, on l'avait fait hier. Ok, ça nous fait arriver en 1752 sur le paratonnerre. Faut trouver un acronyme assez stylé pour ce moment car OSMC, c'est long, je pense. Moins bête demain, épisode 2. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal comme nom. C'est pas mal. Ok. On arrive. Alors attendez, moi j'ai mon petit fichier encore sur l'électricité. Ok. Le paratonnerre, on l'avait fait avec Benjamin Franklin. On avait fait Volta aussi. On avait fait la pile à auge. Ça, c'est ce qu'on avait fait hier. Attention, moins bête demain, mais toujours aussi con aujourd'hui. Histoire de consistance, tout ça, bah oui. Hein. Non, mais voilà, hein, à un moment donné. Ok, donc là, je suis sur la lampe à arc électrique.
Et là, on a Ritter et la lampe à ultraviolet. On va continuer là-dessus. Mais juste avant, on va se refaire. Je recommence le... Ok, j'aime pas du tout commencer. Je préfère qu'on reprenne... Oui, mais du coup, j'ai besoin qu'on déplace ça. J'ai besoin qu'on remette là où c'était. Attendez, on a Tiny qui est mort. Oui. On est bon? On est bon. Non, du coup, ouais. Je le prends directement sur le portable. Allez, feu. On se remet bien. On est bien. On est bon. Comment va le café? Ouais, l'image, elle a figé. Et en fait, le truc, c'est que l'image, elle a figé. Et en fait, on a déplacé un des écrans du PC. Moi, j'ai 2 écrans. On a déplacé un des écrans. En fait, on l'a mis sur le canapé. Et en fait, ça m'a complètement perdu. Je suis toujours en train de tourner la tête. Enfin, bon, bref. C'est le temps que ça se cale, que ça se mette en place. Là, on est bon. On va continuer. On va se faire un petit mot sur le paratonnerre. Et ensuite, on va continuer. Allez, parfait. Ok. En 1752. Au niveau de l'histoire du paratonnerre, en 1749, ouais, c'est bon au niveau du son, Benjamin Franklin note la similitude entre l'éclair et l'étincelle électrique. Même couleur, odeur, rapidité et pouvoir de faire fondre les métaux. Puisque les deux sont attirés par des pointes, il propose de placer sur une hauteur d'une construction légèrement surmontée d'une haute tige de fer pouvant soutirer l'électricité des nuages et protéger ainsi de la foudre maison et navire. À cette pointe est relié un fil descendant jusqu'au sol. À partir de ce dispositif, Franklin conçoit le paratonnerre et met en évidence l'importance protectrice du raccordement à la Terre. L'expérience de Franklin est réalisée avec succès le 10 mai 1752 en présence du roi Louis XV en présence du roi Louis XV, en septembre 1752, poussant plus loin la recherche pour tirer l'électricité des nuages orageux que les pointes ne peuvent atteindre, Franklin envoie dans les airs un cerf-volant et conduit l'électricité le long d'une corde pour réduire la puissance de l'orage. En 1753, Franklin installe un paratonnerre sur sa propre maison. L'installation des premiers paratonnerres en France provoque de véritables émeutes, car des doutes demeurent sur l'efficacité des dispositifs pas toujours bien installés. Mais dès 1754, l'usage du paratonnerre se répand. En gros, c'est quoi? C'est qu'ils ont mis en fait les dispositifs et qu'ils les ont juste pas correctement reliés et que ça a cramé des baraques. Genre ils ont dit vas-y on met une tige mais on le relie pas à la terre. Parce que ce qui va au final va être super important, ça va être le fait que ça se relie directement jusqu'au sol en fait. Moi j'arrive avant 1799 quand on était sur la pile Volta, on a la loi de Coulomb. Donc la loi de Coulomb permet de mesurer la force exercée entre deux corps porteurs de charge électrique. Pour cela, il construit une balance un peu spéciale, la balance à torsion. Qu'est-ce que c'est la balance à torsion ? Ok, je suis sur le site technosciences.net. Ok, la balance à torsion, c'est un appareil servant à mesurer de très faibles forces. Ce dispositif a permis à Cavendish et à Coulomb, vers la fin du XVIIIe siècle, de mesurer les forces exercées par les charges électriques, magnétiques ou gravitationnelles. Cette balance de torsion possède 2 barres horizontales, l'une fixe supporte à ses extrémités 2 grosses sphères métalliques, tandis que l'autre, avec 2 petites sphères, à chacune de ses extrémités, peut pivoter sous l'effet de la force étudiée.
La connaissance de l'angle de ces deux barres permet alors de mesurer l'intensité de la force étudiée. C'est grâce à cette expérience que Cavendish a pu calculer la masse de la Terre. Alors attends. Ils te disent... À quoi ça ressemble? T'as une tige avec deux boules. Attends. Je suis en train de chercher une photo pour essayer de comprendre. Ah ok, t'as un axe en fait avec deux tiges comme deux tiges de funambule. T'en as une où t'as deux grosses boules, une autre avec deux petites boules. Et en fonction de l'angle que ça prend, ça va donner une tension. Je pense pas que la tige soit au milieu. Là, on commence à rentrer dans de la technique. Merci Chucky pour le follow. Merci beaucoup. Allez, on continue. Ça vous va? Il est comment le café? J'essaie de trouver une position où je profite pleinement de cette bouillotte glacée. Allez, est-ce que là, on est bon? Ouais, on est bon. Allez, feu. Donc, on est sur la BNF. Okay. Et on va arriver pas très loin de 1813 sur la lampe à arc électrique. En 1803, on est sur l'histoire de Johann Ritter. Il fit d'importantes découvertes sur l'électrochimie et la lumière ultraviolet. On lui attribue la découverte du rayonnement ultraviolet du spectre électromagnétique, le rayon chimique, et la pile électrique sèche. Conjecture que la Terre doit avoir des pôles électriques comme elle a des pôles magnétiques. On connaît depuis longtemps l'aimantation des paratonnerres et l'affolement des boussoles touchées par la foudre. On a de lui la preuve que l'action de la vie est toujours accompagnée de galvanisme. Contribution à la naissance. Ok, donc en fait, c'est des mémoires, c'est ses écrits. Fragments posthumes, ils sont en train de faire la liste. Et en 1809, François Arago observe les effets de la foudre. Il a observé lors d'un voyage forcé en Algérie qu'un bâtiment génois qui faisait route pour Marseille fut frappé par la foudre à peu de distance d'Alger, que les aiguilles de boussole firent toute une demi-révolution, quoique ces aiguilles ne paraissent pas endommagées. Ok, on va aller plus loin sur Ritter parce que là j'ai pas assez d'infos. Donc Ritter et les ultraviolets. Bah, tant qu'à faire, autant qu'on creuse un petit peu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, voilà. Bon, ils sont pas tout à fait d'accord pour les dates exactes. Là, on est en 1801. En vrai, est-ce que ça a un intérêt? Je suis pas sûre. Ok. On est sur les sites Petites Histoires des Sciences. Comme je disais sur le live précédent, j'essaye de pas aller trop sur Wikipédia parce que c'est dur pour moi de trouver. Je le trouve pas très sûr et pas très... Enfin... Je suis pas ultra fan de Wikipédia pour tout un tas de raisons. Coucou Kikatori, comment ça va? On est sur l'histoire de l'électricité. Parce qu'un jour, je saurai comment fonctionne un ordinateur. Comment ça va aujourd'hui? T'es en train de bosser ou pas? Ok, donc, début du siècle, début 1800. Côté science, l'Europe se fascine pour la controverse qui anime Galvani et Volta. Est-ce que l'électricité est d'origine animale, comme le défend Galvani, ou bien est-ce que c'est les contacts entre deux métaux séparés par un milieu liquide qui génèrent l'électricité?
La physique naturaliste allemande penche pour les idées de Galvani. D'ailleurs, Humboldt, ami de Goethe, publie un ouvrage dans ce sens, Expérience sur les muscles et la fibre nerveuse excitée, avec des conjectures sur le processus chimique de la vie dans le monde animal et végétal. Je crois qu'on pouvait pas faire un titre plus long. C'est le titre de son bouquin. En gros, hop, Ritter, il lit et il annote cet article de von Humboldt, et il lit Goethe et forge petit à petit son esprit sur ses idées naturalistes. La connaissance de la nature est avant tout donnée par nos sens. Mais en 1800, c'est la thèse de Volta qui explique l'origine de l'électricité. C'est dans cet environnement stimulant pour l'intellect que Ritter se développe. Avant 1800, il réalise ainsi ses propres expériences qui ne reçoivent pas la reconnaissance escomptée, mais il ne se décourage pas. Il apprend la nouvelle de l'invention de la pile Volta en 1800 et très vite il entreprend ses propres expériences avec le courant galvanique. Ses recherches sont brouillonnes, audacieuses, mais ses résultats restent peu exposés. Je préférerais Wikipédia à tout un tas d'autres sites shady en tout cas. Ah ouais? Ah, faut que tu m'expliques. Wikipédia, moi j'en ai toujours eu une image de quelque chose un peu trop open et où potentiellement fallait toujours remettre un petit peu en question les infos que t'avais. Et donc du coup, j'étais en mode, bah en fait, c'est des gens des fois qui vont rajouter des articles, mais tu connais pas des fois leur orientation, sous quel angle ils vont te présenter l'histoire. Et des fois, ils vont peut-être mettre des mauvaises informations. Après, en vrai, je suis vraiment pas fermée si tu considères que c'est mieux. Là, en termes de sources, j'avais utilisé quoi? La BNF. J'avais utilisé plusieurs. Attends, je les ai encore ou pas? Le site L'Histoire de l'électricité et du magnétisme. De toute façon, je les cite à chaque fois. Mais en vrai, ouais, si vous avez d'autres trucs, là, de toute façon, on comptait aller comment dire, à la médiathèque pour essayer de choper des bouquins. J'aimerais bien choper des bouquins pour enfants parce que je trouve que c'est plus vulgarisé, c'est plus facile à comprendre. J'ai toujours un peu de mal avec les bouquins qui utilisent un langage qui est beaucoup trop technique euh, et où le langage technique n'a pas réel intérêt à part, euh, à part te montrer que tu fais pas partie du milieu et que tu connais rien. Voilà. Pour moi, si t'expliques bien, tu peux utiliser des mots simples. T'as pas besoin d'avoir un jargon ultra technique. Ok. Ok. Ritter expérimente l'influence du courant galvanique sur la vision. Il stimule son œil avec des surtensions de courant électrique et observe les effets sur sa vision. En appliquant les pôles plus et moins de sa pile à différents endroits de l'œil, le courant déclenche une impression de luminosité fulgurante qui s'estompe lentement. Et lorsque les pôles électriques sont inversés, une impression opposée d'obscurité apparaît, qui s'estompe ainsi lentement. Dans ses investigations, il s'intéresse, comme Goethe, à la polarité. D'une part, l'opposition entre le pôle électrique plus et moins, et d'autre part, l'opposition entre la lumière et l'obscurité. Selon les résultats des tests, les deux polarités sont combinées. Ritter est adroit de ses mains, rompu aux théories symétriques chères à Goethe, et c'est le physicien idéal pour être l'avocat de Goethe. Le mec, il a quand même mis du courant électrique dans son œil. Wikipédia, c'est de plus en plus lié à des sources en bas de page. Et c'est relu par pas mal de gens. La modération est vraiment pas mal et c'est assez carré. Après, il y a toujours des petits malins qui peuvent tenter de mettre des trucs dedans. Mais comme c'est open, tout le monde peut signaler, c'est sa grande force. Ok. Non, 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 moi ça me va. Ça me va. Après, en vrai, moi je prends de nouveau l'électricité. Oui, oui, là on est sur Ritter et la découverte des ultraviolets. Non, moi ça me va. En vrai, si tu me dis... Enfin, tu vois, moi je lance un truc parce que j'ai envie d'apprendre, parce que j'essaye de choper des sources qui sont assez intéressantes. Si tu me dis que Wikipédia c'est ok, bah en fait, on essaye, on voit, j'irai choper les petites notes en bas de page. Là, j'essaye surtout d'avoir des infos, d'essayer de les croiser, et voilà. Et s'il y a quelqu'un dans le chat qui a plus de compétences, bah en vrai, moi je prends toujours, hein. C'est toujours agréable. Ok. Les sciences de l'époque, la preuve par l'expérience. Là, on est sur la lumière. Attendez, bougez pas, moi c'est sur l'ultraviolet. Ah, ok. Ok. On aille là-dessus parce qu'il a découvert l'ultraviolet. Ok. Goethe, il a développé une théorie sur la polarité des phénomènes de couleur, en particulier sur les phénomènes prismatiques.
Pour rappel, Newton avait un siècle plus tôt envoyé un faisceau étroit de lumière à travers un prisme dans l'obscurité, et ce faisant avait obtenu son célèbre spectre des couleurs du violet au rouge. Goethe avait développé une théorie sur la formation de ces couleurs, et en particulier sur le vert, qui est selon lui une combinaison du bleu et du jaune. Pour illustrer ses idées, voyons la planche. Donc en gros, ils mettent la planche. Mais ça, je pense qu'on l'a toutes vu, cette planche, en fait, où tu as la lumière dans le prisme et ça te fait un arc-en-ciel. Avec, il faut avoir un rayon un petit peu en biais et ça te fait ton truc. L'électricité, j'en ai fait beaucoup, mais ça remonte à la fac. Alors moi, la dernière fois que j'ai fait de l'électricité, je devais être en quatrième. On avait fait des circuits imprimés de l'étain. J'avais fait un petit boîtier lumineux. Voilà, moi, ça remonte à ça. Ça, et en quatrième, en cours de physique, l'éternelle paille de fer sur la grosse pile, là, pour que ça fasse cramer ta paille de fer. Je pense que... Pardon. Je suis en train de regarder, essayer de voir si je peux vous résumer, parce que là, on a beaucoup, beaucoup de pages. Ok, donc en gros, il y a un lien entre Ritter et Goethe, mais Goethe, sa carrière, elle a décollé et la sienne, non. Que j'ai pas de... Allez, tiens, on va aller sur Wikipédia. Heureusement, les grands principes changent pas trop entre-temps. Ok. Donc là, en petite introduction, ils mettent le rayonnement ultraviolet, appelé lumière noire parce que généralement invisible à l'œil nu, est un rayonnement électromagnétique de longueur d'onde inférieure à celle de la lumière visible, mais supérieure à celle des rayons X. Ok, les couleurs visibles. Découverte. Ok, les rayons ultraviolets ont été découverts en 1801 par Ritter, examinant l'action des différentes couleurs ou des longueurs d'onde du spectre solaire décomposé par un prisme sur un papier imbibé de chlorure d'argent. Il s'aperçut que le papier brunissait plus rapidement au-delà du violet, donc de toute couleur visible. Il qualifiait ce rayonnement invisible de rayon oxydant, à la fois pour montrer leur réactivité chimique et les opposer aux rayons thermiques, c'est-à-dire infrarouges, que Herschel avait découvert l'année précédente en deçà du rouge du spectre solaire. Donc en gros, si je dis pas de bêtises, tu vas avoir ton arc-en-ciel qui va se créer quand tu vas passer ta lumière dans un prisme, et t'as Herschel qui est allé du côté rouge, et t'as Ritter qui est passé du côté violet. En gros. On adopta peu après l'expression plus simple de rayon chimique, qui demeura en usage jusqu'à la fin du XIXe siècle, en dépit des allégations des chercheurs qui y voyaient un rayonnement d'origine essentielle non lumineux. Mais finalement, les termes rayon chimique et de rayon thermique le cédèrent au terme de rayonnement ultraviolet et infrarouge, respectivement. Et après, en 1978, on a vu, machin, que ça permettait de stériliser et tout. Mais on a fait très peu d'histoire des sciences, donc c'est toujours très intéressant. Moi, je trouve que l'histoire des sciences est vachement plus intéressante que l'histoire tout court, parce que l'histoire tout court, ça a un côté cool, mais je trouve que c'est de la politique, c'est des gens qui vivent et des gens qui meurent, et des gens qui font des trucs qui sont pas hyper ouf dans leur vie. Euh, Tu vois, tu vas avoir toutes les histoires des rois, des machins, des trucs comme ça. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de politique là-dedans. Enfin, c'est principalement de la politique. Moi, j'ai un gros problème en fait avec la politique, que ce soit la politique actuelle ou la politique d'avant. Et du coup, bah, t'es en face de gens qui font des trucs bien et t'en as d'autres qui font des trucs sales et dégueulasses. Et c'est pas l'histoire qui m'éclate le plus. Par contre, l'histoire des inventions, ça, ou de la bouffe, vraiment, je peux y passer des heures et des heures. Enfin, je pense que ça se voit, hein. Ok, on est bon. Donc Ritter, on s'en est occupé. Je vais passer le chat là.
Merci Denio pour le follow. Désolée, je t'avais pas vu. J'avais pas vu la petite notif. Ok. On est toujours sur notre électricité. Allez, on passe sur la lampe à arc électrique. Ok, on a Humphrey Davy invente la lampe à arc électrique qui sera ensuite perfectionnée par Jean-Bernard Léon Foucault et Paul Nikolaevitch Jablochkov. Ils vont me tuer. Ils vont me tuer avec la prononciation des noms. Ok, la lampe Davy est une lampe à combustible dont la flamme est entourée d'un grillage fin. Dans ce grillage, la flamme aurait pu enflammer les gaz de la mine ou les poussières. Attends, mais qu'est-ce qui me met? C'est quoi cette phrase sans fin? Ok, donc la lampe, c'est une lampe à combustible dont la flamme est entourée d'un grillage. Sans le grillage, la flamme, elle aurait pu enflammer les gaz de la mine ou des poussières, et donc le fameux coup de grisou, c'est là où ça aurait pu tuer tout le monde. Donc en gros, les flammes justement de cette lampe à combustible, ça va pas traverser les grillages fins. Le métal absorbe la chaleur de la flamme. La flamme ne peut pas le traverser jusque-là, il n'y a pas de souci. Ok. Et donc, il a créé... Ok. J'étais en mode, quel lien avec l'électricité? En fait, le mec, il a créé une lampe qui était super cool pour éviter, en fait, de faire éviter les coups de grisou dans les mines. Mais on lui doit aussi, et c'est là où je reprends en fait le paragraphe, j'en ai sauté 2, on lui doit aussi les premières expérimentations sur l'éclairage électrique mis au point en 1808 dans les sous-sols de la Royal Institution. Il a fabriqué une pile électrique géante composée de plus de 800 piles voltaïques reliées à 2 bâtons de charbon de bois. En rapprochant les bâtonnets, le flux continu de charge électrique provoque un arc électrique à l'origine d'une étincelle continue et aveuglante la lampe à arc. C'est génial. Et donc du coup, c'est en 1808 que la lampe à arc, elle est née. Donc en gros, c'est lui qui a découvert l'arc électrique. Il a réussi à obtenir un arc de 8 cm de long, après avoir amené un courant entre 2 baguettes de charbon reliées par 2 pôles d'une batterie d'éléments. C'est les éléments Volta. La batterie Volta, la pile Volta, on en avait parlé hier, c'était la superposition en fait de métaux de compositions différentes, avec soit de l'acide, soit de la saumure. Et en gros, il empilait comme s'il faisait un millefeuille, il mettait dans une boîte, et allez, vas-y, démerde-toi, et ça fait une pile. Entre les 2 baguettes se produisit une flamme qui s'incurva en forme d'arc de cercle sous l'effet du courant d'air chaud ascendant. C'est pourquoi il donna à cette flamme le nom d'arc électrique, nom qui fut conservé depuis. C'est génial. À mesure que les électrodes s'usent, un dispositif les rapproche pour maintenir leur écartement constant. Les 2 électrodes s'usent par combustion, mais comme l'électrode positive est plus chaude, elle s'use plus vite. Dans un arc sous 10 ampères et de 10 mm de long, l'électrode positive s'use de 3 cm à l'heure. Waouh! En moyenne, la durée d'une paire d'électrodes pour un arc à air libre est de 7 heures, en fonction de la longueur des électrodes. L'usure trop rapide des électrodes reste le problème majeur. Il entraîne une main-d'œuvre coûteuse et les arcs à air libre ont complètement disparu.
en vase semi-clos, Brush, ayant contribué de manière importante au développement de la lampe à arc, fut l'un des premiers à avoir l'idée d'opérer l'arc dans un environnement semi-clos. La quantité d'oxygène admise était juste suffisante pour assurer la combustion. Les électrodes brûlent beaucoup moins vite, jusqu'à 150 heures. Même si le rendement lumineux est moindre en comparaison avec les arcs à air libre. Ok. C'est... Hop. Attends. Ok. Les lampes à arc semi-clos ont connu un succès important et ont éclairé les aires commerciales, industrielles et municipales de l'Amérique du Nord jusque dans les années 1910. Là, on est sur des bougies. Je trouve ça trop intéressant. Ok. 1819. Le Danois Ørsted découvre l'électromagnétisme. En avril 1820, lors d'un cours sur l'électricité qu'il faisait à ses étudiants, il découvrit la relation entre l'électricité et le magnétisme dans une expérience qui nous apparaît aujourd'hui comme très simple. Il démontra par l'expérience qu'un fil transportant du courant était capable de faire bouger l'aiguille aimantée d'une boussole. Il pouvait donc y avoir une interaction entre les forces électriques d'une part et les forces magnétiques d'autre part, ce qui était révolutionnaire pour l'époque. Il publia en 1820 ses résultats expérimentaux dans un article de page en latin intitulé « Je vous le lirai pas, c'est très long, il y a 6 mots, c'est du latin, je galère déjà avec les noms des gens ». Ces écrits furent traduits et diffusés dans l'ensemble des communautés scientifiques, ces résultats vivement critiqués. En gros, c'est là où je pense que ça faisait référence, il y avait la référence où ça modifiait le magnétisme des, comment ça s'appelle, des paratonnerres qui avaient pris la foudre. Ça avait été mentionné, c'était un truc que j'avais lu là il y a quelques minutes. Et là ensuite on est sur Ampère et sur Faraday. Ok, Ampère. Il reprend les travaux d'Ørsted et les interprète. En 1820, à partir de l'expérience d'Ørsted, il étudie la relation entre le magnétisme et l'électricité. Il découvre que la direction dans laquelle se déplace l'aiguille d'une boussole dépend de la direction du courant électrique qui circule à proximité et en déduit la règle dite du bonhomme d'Ampère. Le bonhomme est couché sur le conducteur. Le courant qui va par convention du plus vers le moins le parcourt des pieds à la tête. Il a les yeux dirigés vers l'aiguille aimantée. Le pôle nord de cette aiguille se déplace alors vers sa gauche. Cette règle se représente aussi par la règle de la main droite. Si on écarte les 3 premiers doigts de la main droite de sorte que le majeur indique la direction du champ magnétique et le pouce celle du mouvement, le courant circule alors dans la direction indiquée par l'index. Attends. Si on écarte les 3 premiers doigts de la main droite de sorte que le majeur indique la direction du champ magnétique et le pouce celle du mouvement, le courant circule dans la direction indirecte. Ok. Pour moi, c'est clair. C'est hyper clair. Le bonhomme d'Ampère, ça me donne des PTSD de révision de partiel. Ah là là, PTSD. Maxwell incoming. Et c'est pas pour faire le café. Je trouve ça hyper passionnant, je trouve ça génial. Mais moi, ça, je les ai pas fait pendant mes études, donc j'ai pas ce côté rébarbatif où il fallait impérativement connaître, ressortir. Tu vois, moi, je l'ai pas le PTSD. J'avais même un petit bonhomme d'Ampère en papier. T'es sérieux? C'est génial. La loi d'Ampère la plus connue est celle de l'électrodynamique. Elle décrit les forces de 2 conducteurs parallèles parcourus par des courants électriques et les forces qu'elles exercent l'un sur l'autre. Si le sens du courant est le même dans les 2 conducteurs, ceux-ci s'attirent. Si les courants se déplacent dans le sens opposé, les conducteurs se repoussent. Il décrit également la relation qui existe entre la force du courant et celle du champ magnétique correspondant. Ses travaux fondent l'électrodynamique et influencent considérablement la physique du XIXe siècle. Ampère interprète le phénomène du magnétisme par la théorie du courant moléculaire, selon laquelle d'innombrables particules minuscules chargées électriquement seraient en mouvement dans le conducteur. Cette théorie est rejetée par les scientifiques de son époque et ne parvient à s'imposer que 60 ans plus tard, avec la découverte des électrons.
Modo qui fait rapproche un tout petit peu le micro de 3. Je suis capable de le bouffer là. Je pense qu'on est pas mal. Non? Attends. Ma glaciote. On est bon? J'ai pas besoin de crier et au moins on est tranquille. Ah, attends, parce que en fait, j'ai un espèce de truc monstrueux. Côté de la joue, c'est pas censé se passer comme ça. Expérience de Faraday. Y a pas une histoire de cage ou de truc comme ça? Faraday, ça me parle. Alors, Faraday, entre 1820 et 1831. Ses plus grands travaux concernent l'électricité. En 1821, après la découverte du phénomène de l'électromagnétisme par Ørsted, Faraday inverse l'expérience du Danois en construisant deux appareils pour produire ce qu'il appelle une rotation électromagnétique. Ça va les micros ou faut que je le bouge encore? Je pense qu'on est bien là. Là, c'est mieux? Ok. 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 Lorsqu'un câble électrique trempant dans un bain de mercure au milieu duquel est placé un aimant statique est traversé par un courant électrique, le câble se met alors à tourner autour de l'aimant. Attends. Quand tu as un câble électrique qui trempe dans un bain de mercure, au milieu du bain de mercure, tu as un aimant statique. Dès que tu mets le courant électrique, le câble se met à tourner autour de l'aimant. Ah ouais? Par ce mouvement circulaire continu d'une force magnétique autour d'un fil, Faraday fait la démonstration du moteur électrique. Ça, ça vient de là? Sérieux? C'est aussi simple que ça? Enfin, aussi simple, toute proportion gardée, on est d'accord, mais 10 ans plus tard, en 1831, il commence une longue série d'expériences durant lesquelles il découvre l'induction électromagnétique. Ces expériences forment la base de la technologie électromagnétique moderne. Dans son travail sur le courant continu, Faraday démontre que la charge se situe seulement à l'extérieur d'un conducteur chargé et que celle-ci n'a aucun effet sur ce qui peut être situé à l'intérieur. C'est l'effet de blindage utilisé dans la cage de Faraday. Voilà, ok. Dans la cage de Faraday, il a été l'un des principaux fondateurs de l'électrochimie en tant que discipline scientifique. En 1833, il introduit les termes d'anode, cathode, anion, cation et ion, sans pour autant connaître la notion de courant électrique découverte plus tard par Ampère. Il a donné son nom à Farad, au farad, pardon, unité SI de capacité électrique, ainsi qu'à une charge électrique, la constante de Faraday. Génial. Ok. 1835. L'INSEE. John Bowman Lindsay fait la démonstration d'une lumière fournie par une ampoule électrique. Découvreur ou inventeur oublié, il n'a probablement pas été le seul. Il est né dans un village en Écosse, responsable des inventions, développé tac tac tac. Il fut responsable de plusieurs inventions qui ne furent développées que bien longtemps après sa mort, comme l'ampoule électrique, la télégraphie sous-marine et le soudage à l'arc électrique. Je sais souder à l'arc. Me demandez pas pourquoi, je sais souder à l'arc. C'est extrêmement reposant, je trouve ça extraordinaire. C'est trop bien. Alors qu'est-ce que je fais faire avec ces soudures à l'arc? Rien du tout, mais je sais quand même souder à l'arc. Tu vois, ça fait partie des trucs que tu peux mettre dans un CV qui servent pas à grand chose, comme ma capacité à écrire mon prénom avec mes pieds. Je suis pas sûre que ce soit une compétence qui soit si demandée que ça. Ok.
Après l'adoption du télégraphe, l'INSEE s'intéressa à envoyer des messages de l'autre côté des eaux en utilisant des câbles isolés. Après plusieurs essais dans des mares étendues d'eau du voisinage, il réussit à établir le principe de communication électrique avec des câbles isolés submergés. Il ne s'arrête pas là, ses expériences lui insufflèrent l'espoir de transmettre des messages au-delà des mers sans câbles. Après ses achats de base, toutes ses économies étaient dirigées sur l'acquisition d'ouvrages philologiques, scientifiques et philosophiques. Cependant, il fut assisté plusieurs fois par des amis intéressés par sa démarche, en particulier l'INSEE, et il publia ce qui peut être vu comme le prélude de la grande œuvre pour laquelle il s'était dévoué. En 1835, il a fait la démonstration qu'une lumière constante fournie par une ampoule électrique lors d'une assemblée publique aurait déclaré pouvoir lire un livre à presque un demi-mètre. Ok. Ok. Ok, donc là, on est vraiment sur la lumière. Coucou McLovin. Oui. Mais je sais surtout souder à l'arc. Je suis gauchère. En fait, en vrai, je suis ambidextre. Je peux écrire de la main gauche, de la main droite. Je peux écrire à l'envers, des deux mains. Donc vraiment à l'envers, tu es obligé de regarder dans un miroir. Et pour travailler la mobilité des pieds, quand on est en formation pour faire des belles pointes de pied, il faut travailler sa mobilité, il faut travailler sa dextérité avec les pieds. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte que oui, je pouvais écrire mon prénom avec mes pieds. Alors, ça reste une écriture sale et dégueulasse, mais je sais écrire mon prénom avec mes pieds. Mais du coup, on n'est pas vraiment sur un type de live où on vérifie ce que je fais avec mes pieds. Tu vois, tu peux pas dire, genre, allez, le premier qui lâche 20 subs, je lui écris son prénom avec mes pieds. Non, non, non. On est bien sur l'histoire de l'électricité. On est très bien. C'était comme ça, t'es en mode commencez pas à me chauffer, sinon je mets des, je mets des chaussettes. Ok. Là, je pense que pour l'électricité, on est pas mal. Et on va aller sur tout ce qui va être... euh, j'ai ça. Attention, attention. Ouais. Ok, merci. On va aller sur tout ce qui va être électricité, tout ce qui va être télégraphe, ce genre de choses. Je pense qu'on est pas mal. Là, on est sur l'invention de la pile. L'inventation. Allez, ça va bien se passer. Effet photovoltaïque, pile à combustible. Ok, on est sur des trucs qui m'intéressent un petit peu moins. Donc là, on va aller sur... Tac. Télégramme. Alors, attends. Histoire des télécommunications. On est sur le site Encyclopédie Universalis. Hop. Allez. Et on est sur l'histoire des télécommunications. On continue de faire évoluer le truc. Ok. Les premières chaînes de communication utilisaient des signaux sonores et lumineux et mettaient en jeu des techniques et des moyens qui répondaient essentiellement à des besoins de voisinage. Elles ne permettaient que les transmissions de messages rudimentaires. Il a fallu attendre le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières et les progrès dans les connaissances des phénomènes naturels pour que de véritables réseaux de télécommunications apparaissent. En réponse à des besoins de communication de plus en plus pressants et dépassant désormais le cadre local ou régional,
Parti de Paris, le souffle de la Révolution secoue toute l'Europe et nécessite entre les belligérants des communications rapides, sûres, sur des centaines de kilomètres. Avec la croissance très importante des échanges nationaux et internationaux en Europe, et avec le Nouveau Monde, la circulation rapide d'informations devient également cruciale pour le développement des relations. On peut dire que les réseaux de télécommunications sont nés en 1793 avec le télégraphe optique du français Claude Chappe. En quelques décennies, la France installera des milliers de kilomètres de lignes, rapidement imitées par les grands pays européens et même les États-Unis. En 1840, le télégraphe optique sera délaissé au profit du télégraphe électrique, dont la vitesse, la portée et la facilité d'utilisation vont entraîner une croissance phénoménale du nombre de lignes, à tel point qu'en quelques 50 ans, il va quadriller les pays du monde occidental et d'Amérique du Nord et interconnecter les 3 continents, Europe, Amérique et Asie. Allez, on va se lancer sur, télégraphe optique. Ça, c'est cool. Télégramme ou télégraphe? Télégraphe. Je me retrouve sur le site Orange, sur l'histoire du télégraphe optique. Ok. Histoire du télégraphe optique. En août 1794, un message en provenance de Lille parvient en quelques minutes à Paris grâce au télégraphe optique, développé par les frères Chappe pour annoncer la Convention, une victoire des troupes de la République sur les Autrichiens. La nouveauté de ce moyen de communication dans la première ligne opérationnelle Paris-Lille est ouverte depuis juillet 1794 est de combiner les facteurs suivants. Un code formé de mots, de chiffres ou de phrases qui est adapté aux dépêches de l'administration, un réseau de relais et de recrutement et la formation de personnes chargées de surveiller en permanence le relais précédent et de transmettre les messages reçus. Ce dispositif n'est rendu possible que par le développement d'une optique de qualité qui permet d'observer à plusieurs kilomètres de distance et par le financement public. Tu m'étonnes, toutes les personnes qui sont au bout en train de regarder est-ce que c'est en train de cramer ou pas. C'est pas un sujet si niche que ça, car j'ai déjà vu des vidéos de vulgarisation dessus, mais je pense que c'est un sujet qui est super intéressant. Et, euh, et dans un sens, en fait, même si ça intéresse qu'une seule personne, bah t'as envie de dire, putain, c'est trop cool. Tu vois, pourquoi ça fonctionne? T'as envie de dire pourquoi le PCI fonctionne? Enfin, pour moi, la base, c'est de... Si vraiment t'as envie de creuser, tu vas sur l'électricité, mais en fait, j'ai trop hâte de comprendre comment ça fonctionne. Là, tu vois, Claude Chappe, c'était vraiment, en fait, comment dire, le télégraphe qui, euh, qui se cale. En fait, en gros, t'avais des gens à plusieurs intervalles de distance, et du coup, à ces intervalles, ça disait... En gros, le mec, quand il faisait son YMCA en fait à 20 km, ça te disait qu'il fallait que t'achètes du PQ. À peu près. Je trouve ça génial. En fait, soit ça me fait penser à ça, soit ça me fait penser au feu d'alarme de Minas Tirith. Mais ça, c'est parce que je regarde trop Le Seigneur des Anneaux. Aller prévenir les chevaliers du Gondor. Monsieur Bidouille avait fait une vidéo dessus il y a longtemps. D'accord. Ok, il faudra que j'aille voir sa chaîne. Parce qu'il y a des trucs, je pense qu'il faut que je sois sûre de bien les comprendre et caler. Mais ouais. Ok, le système CHAP se développera rapidement en France et sera copié en Europe. Parallèlement, d'autres systèmes se mettent en place, comme celui de Murray en Grande-Bretagne, fondé sur l'ouverture et la fermeture de 6 obturateurs. À son apogée à la fin 1840, le télégraphe optique couvre en France plus de 5000 km, mais le développement électrique et l'essor du chemin de fer mettront rapidement un terme à ce premier véritable réseau de communication. En gros, là, moi j'ai une petite photo, c'est une tige. En gros, c'est une tige, au milieu, tu vas avoir une barre. Et sur l'autre barre, tu vas avoir des petites barres en métal. Vous l'avez entendu là, ce klaxon ou pas du tout? Un tout petit peu? Il est génial ce micro. Il est vraiment trop cool ce micro.
En vulgarisation, un des très grands boss du YouTube français et ça reste e-penseur. E-penseur. Oui, c'est ça. Geekatori dans le chat, en fait, il met à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur quoi? Hop, j'ai appuyé sur la mauvaise truc. Ça ressemble un petit peu, tu sais, au petit bonhomme, tu sais, où il y a du vent. Le ficello, là, qui est poussé par le vent. Oh, d'accord, si je veux plus d'informations, il faut que je paye. Non. Là, ça me ramène vers la BNF. Trentaine de villes. Il y a un musée de la communication. C'est génial. Mais ça, en gros, ça voulait dire qu'il y avait toujours quelqu'un qui était en train de vérifier que le truc, il n'était pas en train de bouger. T'imagines l'énergie, Enfin, c'est hyper chaud. Ok. Et si je pars sur le télégraphe électrique? C'est Ampère en 1840. Il y a eu une histoire d'arnaque à la bourse avec le système de chape. Et non. Alors, télégraphe électrique. Ah, merci pour follow. Putain, comment je vais te le prononcer? Je suis désolée. Merci Sam6N6. Voilà, j'ai fait de mon mieux. Ok, télégraphe électrique. C'est un système de messagerie texte point à point, principalement utilisé dans les années 1840 et à la fin du XXe siècle. Il s'agit du premier système de télécommunication électrique et du plus répandu des premiers systèmes de messagerie appelés télégraphes, qui ont été conçus et communiqués pour communiquer des messages textuels plus rapidement que le transport physique. Donc d'un côté, on avait les Anglais, où c'était l'ouverture et la fermeture de six trucs. Enfin, en gros, tu avais 6 trucs et tu les fermais, tu les ouvrais, qui a été développé par un mec. Et à côté de ça, ta chape, où en gros, c'était un système où ça ressemblait un petit peu à des petits bâtons qui faisaient des YMCA. En gros, si je dis pas de conneries. La télégraphie électrique peut être considérée comme le premier exemple d'électrotechnique. La télégraphie textuelle consistait en 2 ou plusieurs stations géographiquement séparées, appelées bureaux télégraphiques. Les bureaux étaient reliés par des fils, généralement supportés par des poteaux électriques. De nombreux systèmes télégraphiques électriques ont été inventés, mais ceux qui sont répandus se répartissent en 2 grandes catégories. La première comprend les télégraphes à aiguille, dans lesquels une aiguille est déplacée électromagnétiquement par un courant électrique envoyé sur la ligne. Les premiers systèmes utilisaient plusieurs aiguilles nécessitant plusieurs fils. Et au niveau commercial, télégraphe à aiguille le plus utilisé était celui de Cook et Wheatstone en 1837. Ensuite, la deuxième catégorie, donc le premier, c'était un télégraphe à aiguille qui emmenait soit à gauche, soit à droite en fonction du courant électrique. Et le second, c'est un système à armature par lequel le courant active une sonnerie télégraphique qui émet un clic. L'archétype de cette catégorie est le système Morse, inventé par Morse en 1838. En 1865, le code Morse est devenu la norme pour les communications internationales en utilisant un code modifié développé pour les chemins de fer allemands. Les compagnies ferroviaires naissantes ont utilisé le télégraphe électrique pour développer des systèmes de contrôle de train afin de minimiser les risques de collision entre les trains. Ce système s'articulait autour du système de blocs de signalisation. Les postes de signalisation situés le long de la ligne communiquaient avec les postes voisins par le biais de sonneries télégraphiques, de cloches à un coup et d'instruments à aiguille à 3 positions. Ok. Donc c'est là qu'on a le Morse. Je reprends. Alors le Morse, c'est un système d'armature dans lequel le courant active
Une sonnerie télégraphique qui émet un clic. Je ne sais pas ce que c'est une sonnerie télégraphique. Ok, il faut que je chope l'histoire de la sonnerie télégraphique. Je viens de tomber sur le musée canadien de l'histoire. Et il y a marqué l'ancêtre de la communication par texto, le télégraphe. Je trouve ça extraordinaire. Alors là, c'est de la vulgarisation. Je trouve ça extraordinaire. Salut à tous ceux qui ont rejoint le live. Ok, alors. Hop. Non, mais on dit ça. Parce que là, ils disent ça en rigolant, tu sais, le télégraphe avant les textos. Mais montre une cassette audio à une personne qui est née vraiment il n'y a pas longtemps, elle ne sait pas ce que c'est. Merci Hypnose pour le follow. Ok, la transmission d'un télégramme nécessitait en effet l'intervention d'un opérateur qualifié qui transcrivait les messages et transmettait et décodait les messages transmis. Donc en gros, j'adore y mettre beaucoup d'humour parce qu'en gros, tu peux pas envoyer de sexto, t'as pas de confidentialité, t'as pas de trucs comme ça. Tu m'étonnes. Dès les années 1850, les gens des milieux aisés avaient pris l'habitude d'échanger des vœux et des nouvelles par télégramme. Certains prenaient même plaisir à jouer aux échecs à distance en s'envoyant des télégrammes pour indiquer leur dernier mouvement. C'est toutefois la presse d'information qui popularise l'usage de télégraphes, au point où il arrivait parfois à la fin du 19e siècle que des Canadiens de certaines villes prennent d'assaut les bureaux de télégraphe pour avoir les dernières informations. Ok, ça me dit pas. Tac. Ok. Ok, donc là on est bon. Donc on est sur le télégraphe. Que nous disent notre petit fichier au niveau de l'électricité? Les électricités, on était bon. Donc là, on va être sur l'histoire des télécommunications. Je suis pas sûre que la télégraphie sans fil, on y soit encore. Là, 1865, code Morse, 1838. En gros, ok. Donc en gros, c'est le courant qui active une sonnerie. Et en gros, ça fait ça. Et donc on a le système Morse qui l'active avec plus ou moins de... Je crois que c'est les courts et c'est les longs pour le Morse. Ouais, c'est ça. C'est les brefs et les longs. Et du coup, ça fait des chiffres, ça fait l'alphabet, et puis après, tu te démerdes. Enfin, tu te démerdes. Oui, clairement, tu te démerdes avec. T'essayes juste de parler la même langue. Ok. Ok, donc là, on est bon. Les compagnies ferroviaires ont utilisé le télégraphe électrique pour développer des systèmes de contrôle des trains. Ça, je l'ai lu. Et dans les années 1840, les télégraphes électriques ont supplanté le système de télégraphe optique, devenant le moyen standard d'envoyer des messages urgents. Dans la seconde moitié du siècle, la plupart des nations développées avaient créé des réseaux commerciaux avec des bureaux télégraphiques locaux dans la plupart des villes et des villages, permettant au public d'envoyer des messages appelés télégrammes, adressés à toute personne dans le pays, moyennant des frais. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, le moyennant des frais.
À partir de 1850, les câbles télégraphiques sous-marins ont permis la première communication rapide entre les continents. Les réseaux de télégraphe électrique ont permis aux personnes et aux commerces de transmettre des messages à travers les continents et les océans presque instantanément, avec des impacts sociaux et économiques étendus. Vers 1894, le télégraphe électrique a conduit à l'invention par Marconi de la télégraphie sans fil, le premier moyen de télécommunication par ondes radio. Au début du XXe siècle, la télégraphie manuelle a lentement remplacé par des réseaux de téléscripteurs. L'utilisation croissante du téléphone a réduit la télégraphie à quelques utilisations spécialisées. L'utilisation par le grand public se limitait principalement à des diagrammes de vœux pour des occasions spéciales. Et ensuite, il y a eu l'essor d'Internet. Ok, et ben on va continuer. Et on va continuer dans la direction de les ondes radio. Parce que pour aller à la télégraphie sans fil, il faut comprendre les ondes radio. Histoire des ondes radio. Ondes radio. Télégraphe sans fil. Ok, la télégraphie sans fil, donc TSF, aussi appelée radiotélégraphie, permet d'écrire à distance en utilisant des ondes électromagnétiques, le sans-fil télégraphique. Pour transmettre des messages, la télégraphie sans fil utilise l'alphabet Morse, dans laquelle les lettres sont représentées par des combinaisons de signaux longs, traits, et de signes courts, des points, un point, un trait, et ainsi de suite. À l'aide d'un manipulateur Morse, on fait correspondre ces signaux à des émissions de séries d'étincelles courtes ou longues. La première conférence radiotélégraphique internationale organisée en 1903 à Berlin a abouti aux premières bandes marines, puis dès 1912 aux bandes de télécommunications sans fil, aux longueurs d'onde partagées entre services. Ok, il faut que je comprenne comment ça fonctionne avec les longueurs d'onde. Parce que c'est hyper intéressant, mais il me manque un truc super... En fait, les ondes radio, elles sortent d'où? Et si le Titanic, il avait une radio qui... Pardon. On digresse, on digresse. Ok, allez, histoire des ondes radio. Ok, l'historique des ondes électromagnétiques. La théorie ondulatoire de la lumière a été développée par Huygens, Huygens, je sais pas, dans les années 1660, puis Fresnel. Elle s'opposait à l'époque à la théorie corpusculaire défendue notamment par Newton. Qu'est-ce que la théorie corpusculaire? Allez, il y a une phrase, j'ai rien compris. Oh, coucou Mickaël! Ça fait plaisir de te voir, comment ça va? Ok, là on commence à être sur des phrases que je lis qui me plaisent pas parce que je ne comprends rien du tout et ça manque de vulgarisation. Je vous lis la phrase. La mécanique quantique est la branche de la physique théorique qui a succédé à la théorie des quanta et à la mécanique ondulatoire pour étudier et décrire les phénomènes fondamentaux à l'œuvre dans les systèmes physiques, plus particulièrement à l'échelle atomique et subatomique. Moi, ça m'a fait penser quand j'étais gamine que je cherchais un mot dans le dictionnaire parce qu'à l'époque, Internet n'existait pas, que j'ouvrais, que je trouvais le mot et que la définition m'emmenait vers un autre mot que je ne connaissais pas. Voilà. Elle est où la vulgarisation, s'il vous plaît? Là, on est en 1920, donc je suis pas ok. Ok, on va passer cette partie-là et on va retourner sur Huygens, je sais pas trop comment ça se prononce, sur l'histoire des ondes électromagnétiques. La physique quantique, c'est le truc le plus dur à vulgariser. Je pense que là, pour tout ce qui est... tu vois, il faut déjà en fait que je connaisse un petit peu le jargon avant de commencer sur l'apprentissage de la physique quantique. Non, quand même, hein.
On va continuer d'écrire avec ses pieds et puis ça ira très bien. Merci Domino pour le Domino CSGO. Merci beaucoup pour le follow. Alors. Tac. Huygens travaillait essentiellement sur les lois de la réflexion et de la réfraction. Fresnel développa notamment des notions d'interférence et de longueur d'onde. La conception de la lumière comme ondulation incita les physiciens à imaginer un milieu de propagation, l'éther. La grande avancée théorique fut la synthèse des lois de l'électromagnétisme de Maxwell. Ces équations prédisaient l'existence d'ondes électromagnétiques et leur vitesse permettait l'hypothèse que la lumière soit une onde électromagnétique. Ok. Les ondes radio à basse fréquence et grande longueur d'onde furent découvertes à la fin du XIXe siècle avec les travaux de Popov, Hertz, Branly et Tesla. Les rayons X à haute fréquence et faible longueur d'onde furent découverts par Röntgen en 1895. Ok, donc en fait, il y a tout un groupe de personnes qui ont vraiment pris le temps de travailler pour essayer de trouver une espèce de... Ouais, ils ont vraiment fait avancer, mais tout d'un coup. Le problème du rayonnement des corps noirs fut résolu par Planck en 1901 en introduisant une constante et des discontinuités qui seront expliquées par Einstein en 1905 sur les travaux sur l'effet photoélectrique et proposant l'existence d'un quanta énergétique. Ce quanta est le prémisse du modèle du photon, système des approches ondulatoires corpusculaires de la lumière. Ok. C'est chez toi qu'on entend les cigales? Vous entendez les cigales? Non, parce que si vous entendez pas le couillon en bas avec sa bagnole qui klaxonne, comment vous entendez les cigales? T'es sûr c'est pas toi? Tu les entends pas? En réel, quoi. Oui, tu les entends en réel. Fortune, c'est chez toi. C'est chez toi les cigales. Ok, en 1837, on a le premier télégraphe électrique filaire. Morse, il fait breveter en 43 ans plus tard son télégraphe électrique. C'est son assistant, Weil, qui invente le code Morse. C'est bien qu'il le précise. Non, mais parce que les femmes n'existent pas à ce moment-là, mais les assistants non plus, ils n'existent pas. Ok. Loomis, en 1866, il revendique la première transmission sans fil en Virginie. Edison, en 83, invente le tube à vide à 2 électrodes sans en percevoir les bénéfices ou usages, notamment pour le courant alternatif. Ok. En 88, on a Hertz qui met en évidence les ondes radio et qui seront appelées ondes hertziennes en son honneur. Et en 89, tu as Tesla qui réalise un générateur haute fréquence. Possible que ce soit le filtrage du micro-cravate. Parce que quand tu parles, quelquefois, j'entends un bruit qui semble à des cigales ou quelque chose du genre. Mais possible que ce soit l'idiot du village avec sa bagnole. Alors, c'est tout à fait possible, mais normalement, c'est moins marqué. Je sais que le micro-cravate que j'ai pour la pôle et que j'avais utilisé sur le live où on mettait les moustiquaires, ça coupait, il y avait zéro son et d'un coup, ça mettait le son. Et c'était ça qui était un petit peu galère, entre guillemets. Mais normalement, avec ce micro-là, on n'a pas vraiment ça. Attendez, je fais un petit quart de tour. Voilà. Mais ouais, c'est possible que tu les entendes un peu. On me voit? Ouais, c'est bon, on me voit. Ok. On va aller chez Hertz pour les ondes radio. Je dis pas ça en mode dérangeant, au contraire, c'est juste trop bien. C'est vrai que nous, on a les cigales. À un moment, en fait, passé une certaine température, elles s'arrêtent et elles se remettent. Ok. Ok, donc Hertz, il a étudié la physique à Dresde et à Munich. C'est quoi? Privat-docent à l'université de Kiel, c'est quoi privat-docent? Un privat-docent, c'est un titre universitaire. Ok, je savais pas. Ok, donc lui, son taf, c'était de vérifier les expériences de Maxwell. Et en 87, il confirme les prédictions
pour les ondes électromagnétiques et qu'il a produite et caractérisée à l'aide d'un oscillateur à antenne. Et c'est en son honneur que l'unité internationale de fréquence est appelée Hertz, Hz, grand H petit z. Allez, travaux scientifiques. La théorie du courant élastique, du contact élastique. Je pense qu'il nous intéresse, les ondes. Ok. Allez, sa contribution essentielle à la physique demeure la vérification expérimentale en 1887, la théorie de Maxwell de 1964. En gros, donc Maxwell, il a fait une théorie en 64 et Hertz, il l'a vérifiée en 87, selon laquelle la lumière est une onde électromagnétique. L'une des principales controverses suscitées par les équations de Maxwell portait sur l'existence même d'ondes électromagnétiques et de leurs propriétés supposées. Que l'on parvienne à reproduire de telles ondes ou les rendre perceptibles avec toutes les propriétés exigées et qu'il n'y aurait alors plus rien de douteux dans la théorie. On pourrait se reposer entièrement sur les équations de Maxwell pour le traitement des questions encore irrésolues. Hertz, en réalisant presque exactement ce programme d'un coup, malgré la perception encore mal assurée qu'en avaient ses contemporains, et en montrant non seulement son importance, mais même la possibilité de sa réalisation, ouvrit par là un champ nouveau de la connaissance. À la connaissance, pardon. En 88, il découvrit par la même occasion les ondes et le rayonnement électrique. Donc en gros, tu as les équations de Maxwell, c'est controversé. Ça met en évidence les ondes électromagnétiques comme une conséquence nécessaire des oscillations électriques. Je vais relire la phrase pour être sûre de l'avoir compris. C'est presque pré-shot le retour de Maxwell, mais tellement que, en gros, si j'ai bien compris, les ondes électromagnétiques, c'est une conséquence à une oscillation électrique. Donc, en gros, si tu fais une oscillation électrique, tu as forcément en conséquence une onde. Okay. Thomson l'avait déjà montré par différents calculs, et même leur formation avait été constatée lors de décharges électriques avec une bouteille de Leyde. Ça, on l'avait vu hier, la bouteille. La bouteille où il disait non, mais il faut que tu sois sur un isolant, et t'en as un autre qui fait moi, j'ai pas mis d'isolant, et en fait, le condensateur, il marche vachement mieux. C'est à peu près ça. Une histoire de bouteille, de verre, est-ce que le verre ça traverse ou pas? Est-ce que tu mets une feuille de métal dedans ou dehors? Ou les deux? On avait même pu mesurer la fréquence des décharges électriques en comptant les étincelles avec un stroboscope à miroir tournant. Chaque succession périodique de décharges était accompagnée d'oscillations, dont la période était la moitié de la durée séparant entre deux décharges électriques. Ces fréquences étaient sur l'ordre de quelques centaines de kilohertz. Petit k, grand H, petit z. Je crois que c'est ça, c'est les kilohertz. Attends, non, c'est pas des kilos. Les kilos, c'est grand K. Oh putain, mais quoi? Oh là là, le tableau. Je crois que tu le fais en quatrième en physique. Le tableau où t'as tout petit et t'as très 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 grand. Salut à tous ceux qui ont rejoint le live. Alors, j'en étais où? À mon KHZ. Kilo, c'est petit K. Et c'est quoi le grand K? Parce que t'as nano, t'as... Ouais, enfin... On verra ça dans un autre live. Ok, si ces décharges engendraient des ondes transversales prédites par Maxwell, et si ces ondes se propageaient bien à la vitesse de la lumière, alors il serait facile d'en déduire leur longueur d'onde, grâce à la relation universelle déjà établie par Newton entre la longueur d'onde et la célérité. La célérité, c'est la rapidité. Attendez, chez Jean-Michel Inculte, je crois que célérité, c'est la rapidité. Ça sent pas le cramer? Ça sent le feu. Ça crame sur valence, donc du coup, je suis un peu... La célérité, c'est une grande rapidité. Merci Karl, Karl Pais Vasco. Merci pour l'intervention. Et en fait, il est en train de nous dire que le grand K, c'est Kelvin. Kelvin, ça me parle. Le nom me parle. Le modo qui me dit que le Kelvin est une unité de température. Ok. Et le...
Ok. Il n'y a plus rien qui bouge. Mais je crois qu'on n'a pas réussi à l'atteindre, le zéro absolu. Il y en a toujours. On s'approche, mais on l'a pas. Ouais. On s'est sans rapprocher. Ok. Merci. Ok. J'étais pas là-dessus, j'étais restée sur les multiples. Allez, je balance une blague nulle assis. Attends, t'as fait la minute beauf ou pas? On rentre en territoire miné et si tu prends le petit K avec le grand K, bah tu termines avec le grand caca. Voilà, allez, salut, je me tire. Je crois que la musique pour le truc, faudrait que tu mettes vraiment encore plus pourri le je me tire de Maître Gims. Tu sais, tu lâches ton truc, tu balances le machin avec je me tire de Maître Gims. Merci pour le follow Crystal et merci pour Krateni Naxiv. Je suis désolée si je prononce mal vos pseudos. Vraiment, absolument navrée. Allez, on continue. Quelle heure il est? 15h04. Ok, on va... Attendez que je check. Ouais, je pense qu'on a quoi? Une petite dizaine de minutes de lecture et puis après on s'arrêtera. De toute façon, je commence à avoir du mal à lire. Si j'ai du mal à lire, ça va mal se mettre. Est-ce que j'ai le droit de faire la danse de la gentillesse au modérateur pour qu'il nous refasse un café ou pas? Pas sûr de ça? Ça se réglera après le live, c'est ça? Merci beaucoup. Parce que là, je suis en train de boire un café froid, je le termine, mais en vrai, un petit café chaud, je dis pas non. Ok, on continue. Donc en gros, tac, tac. Je reprends juste la phrase un petit peu avant. On avait pu mesurer la fréquence de ces décharges électriques en comptant les étincelles avec un stroboscope à miroir tournant. Chaque succession périodique de décharges était accompagnée d'oscillations dont la période était la moitié de la durée, séparant entre deux décharges électriques. Ces fréquences étaient de l'ordre de quelques centaines de kHz. Si ces décharges engendraient les ondes transversales prédites par Maxwell, et si ces ondes se propageaient bien à la vitesse de la lumière, alors il serait facile d'en déduire leur longueur d'onde, grâce à la relation universelle déjà établie par Newton entre la longueur d'onde et la célérité. Donc c'est là que j'avais vu la grande rapidité. Mais cela donnerait des longueurs d'onde kilométriques bien trop longues pour qu'avec les moyens disponibles en laboratoire et les pertes par atténuation, on puisse de manière indiscutable détecter les nœuds successifs de signal. Aussi, pour pouvoir détecter de telles ondes, il était clair qu'il fallait produire des décharges beaucoup plus rapides. Les calculs de Thomson montraient ce qu'il faudrait. Pardon, j'étais hyper mal installée. Hop. Les calculs de Thomson montraient qu'il faudrait, pour ce faire, utiliser des capacités et des inductances plus faibles dans les circuits oscillants électriques. Qu'est-ce que ça veut dire inductance? Je suis désolée, C'est vrai que inductance est un mot que j'utilise tous les jours. Inductance, les gars. C'est ça que j'aime pas en fait dans les trucs techniques. C'est pour ça que je cherche des livres pour enfants. Inductance. Inductance. Selon le théorème d'Ampère, tout courant parcourant un circuit crée un champ magnétique à travers la section qui l'entoure. C'est le phénomène d'induction électromagnétique. L'inductance de ce circuit est le quotient du flux de ce champ magnétique par l'intensité du courant traversant le circuit. Le quotient du flux par l'intensité du courant du circuit. Je pense que j'ai compris. Ah, merci Karl. Inductance ou self, c'est une bobine de fil isolé. Ça ressemble à un donut? C'est va la vulgarisation. T'en as 30 sur le live qui sont en mode ah putain, mais quel est con. Ça ressemble à un donut. Je t'enclume. Merci. Merci pour le follow. Allez, on continue. Ok.
Aussi, pour pouvoir détecter de telles ondes, il était clair qu'il fallait produire des décharges beaucoup plus rapides. Les calculs de Thomson montraient qu'il faudrait pour ce faire utiliser des capacités et des inductances plus faibles dans les circuits oscillants électriques. C'est en constatant qu'en effet on obtenait des oscillations avec de tels composants qu'Hertz entreprit son travail de vérification des équations de propagation de Maxwell, qu'il acheva d'ailleurs en 2 ans. Je trouve ça trop bien. Le donut, c'est un tort. Ah, qu'est-ce que c'est un tort? Un tort, un tort, un tort. Thor, le marteau? Un tore est en architecture une moulure en demi-cylindre et en géométrie une surface de révolution engendrée par un cercle qui tourne autour d'un axe situé dans son plan et ne passant pas par son centre. Bon, je dis ça en rigole, mais en vrai, ça m'éclate. Peut-être que ça n'éclate que moi, mais c'est des trucs que j'ai déjà vus, on dirait des espèces de ressorts. De ressorts avec des angles et des facettes, je sais pas où je les ai vus, mais j'adore. Ok. Afin de mettre en évidence les ondes invisibles et surtout de détecter les oscillations rapides dans un circuit excité par tes décharges, Hertz imagina d'exploiter le phénomène de résonance. La résonance acoustique était déjà connue de Galilée, qui l'avait caractérisée par les disparitions de battements entre deux cordes vibrantes de même longueur dont on fait varier la tension. Si de même on place côte à côte deux circuits électriques de même fréquence de résonance et qu'on excite le premier, donc le premier circuit oscillant, par des décharges électriques d'un générateur, la détection d'étincelles dans le second circuit prouve qu'il existe bien des oscillations. Cela ne suffit toutefois pas à prouver que la transmission d'un circuit à l'autre se fait par les ondes. En fait, en gros, si j'ai bien compris, ils ont mis deux circuits électriques à côté, avec la même fréquence de résonance. Ils ont mis l'électricité dans un en disant vas-y, je te vénère, et t'as l'autre qui a dit je vénère de la même manière. Si c'est ça. Allez, réquisition de tasse à café. Merci beaucoup. En termes de... Oui, 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 t'es vraiment large. T'es vraiment large. Oui, non, mais parce qu'à 40 degrés dehors, on essaye de faire attention à notre tenue. On n'a pas envie de se faire strike par Twitch. Alors, c'est à Karlsruhe. 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 Euh. Bref, vous avez compris qu'à l'aide d'un oscillateur, dit oscillateur de Hertz, composé d'un éclateur agissant entre deux sphères creuses en laiton, Hertz effectua l'expérience, mais pour mettre en évidence l'existence d'ondes, il fallait faire varier la distance entre deux circuits, ce qui pose le problème de l'atténuation électromagnétique dans l'air. Il entreprit donc dans un premier temps de rallonger ces circuits par un fil conducteur. Depuis l'invention du télégraphe électrique, on savait que les signaux dans les fils conducteurs se déplaçaient à la vitesse de la lumière et qu'il est donc possible de détecter les oscillations d'une onde à l'aide d'un fil d'une longueur d'un peu supérieure à la longueur d'onde. Donc, dans un premier temps, il a rallongé ces circuits par du fil conducteur. Merci beaucoup. Donc, par un fil conducteur, parce qu'on savait que les signaux ils se déplaçaient à la vitesse de la lumière, et il est possible de détecter les oscillations d'une onde à l'aide d'un fil d'une longueur supérieure à la longueur de l'onde. Si j'ai bien compris, oui, je pense que j'ai bien compris. Ok. Il veilla toutefois à bien isoler les extrémités du fil pour éliminer le phénomène de réflexion d'onde, et il parvint ainsi à mesurer les distances entre deux nœuds consécutifs, ce qui déterminait la longueur d'onde. Je trouve ça extraordinaire. Et donc c'est avec un miroir parabolique de ce type. Donc c'est en gros, c'est le miroir parabolique, la possibilité de réfléchir, de diffracter, de polariser les ondes radio, tout comme les ondes lumineuses.
Ça ressemble un petit peu au truc des photographes, en fait. C'est un truc un petit peu incurvé qui était face à face. Hertz s'aperçut ensuite... Ah, attendez, hop. Merci pour le follow, Aoceon. Hertz s'aperçut ensuite qu'il pouvait obtenir des ondes stationnaires dans l'air, sans fil, entre le circuit oscillant et une antenne réflectrice, et donc imposer une longueur d'onde. Il pouvait obtenir des ondes stationnaires dans l'air entre le circuit et une antenne réflectrice. Ok. En 1886, il effectue la première liaison par faisceau hertzien entre un émetteur et un récepteur. Ces résultats ouvrent la voie à la télégraphie sans fil et à la radiodiffusion. Pour cette raison, les ondes radio sont dites les ondes hertziennes et l'unité SI de mesure de fréquence est le hertz. Non en minuscule car il s'agit d'une unité de mesure et pas d'un nom. C'est génial. En revanche, le symbole est grand H petit z. Seulement Hertz éprouva quelque peine à établir l'égalité entre la longueur d'onde imposée et la distance entre nœuds mesurés dans le circuit récepteur, ce qui aura confirmé la prédiction de Maxwell, selon laquelle les ondes électriques se propagent à la vitesse de la lumière. Les pièces où il travaillait n'offraient pas suffisamment d'espace pour que les ondes puissent s'établir sans être guidées d'une façon ou d'une autre, et la concordance ne put être établie qu'en 1893 dans le Grand Hall. L'antenne réflectrice déjà utilisée précédemment permit même d'établir la réflexion des ondes de Maxwell et la transversalité de leur propagation par rapport au champ électrique. Hertz venait ainsi de démontrer l'existence d'ondes se propageant dans l'éther, identiques sous tout rapport aux ondes lumineuses, mais tandis que les ondes lumineuses avec lesquelles se débattaient Fresnel et Fraunhofer avaient des longueurs d'onde micrométriques, celles obtenues par Hertz étaient de pas métriques et par là même beaucoup plus faciles à étudier. Bonjour, merci pour le follow à Zoro the Hero 91. Et donc du coup, vu qu'elles étaient plus grandes, elles étaient plus faciles à étudier. Parce qu'on était sur de la métrique. Afin d'achever la démonstration de l'identique entre ondes de Maxwell et ondes lumineuses, Hertz réalisa une expérience cruciale. À l'aide d'un miroir parabolique concave, il parvint à concentrer le rayonnement électromagnétique comme le miroir d'un télescope concentre les rayons lumineux et à mettre en évidence leur réfraction à travers un prisme. Alors attends, faut que je la reprenne. À partir d'un miroir parabolique concave. Attends. Concave, convexe. Convexe, modo. Convexe. Concave. Concave creux et convexe bosse. Attends. J'ai un doute. T'aurais dit l'inverse? Convexe, concave. Concave, convexe. Non. Convexe la bosse, la bosse, pardon, et concave le creux. Ok. Où qu'on était? Attendez. On est là. Donc, un miroir parabolique concave, comme ça. Il a concentré le rayonnement électromagnétique comme le miroir d'un télescope, et à mettre en évidence leur réfraction à travers un prisme. Ainsi, non seulement il était parvenu à montrer la nature essentielle électromagnétique de la lumière, mais il avait établi que tous les phénomènes électromagnétiques, lumière comprise, sont des processus identiques soumis aux mêmes lois d'un seul et même éther, ne différant que par leur longueur d'onde. J'apprends des trucs, c'est trop bien. On est quasiment sur la fin. Découverte de l'effet photoélectrique. Au cours de ses expériences sur les oscillations et les ondes électriques, Hertz cherchait à détecter les étincelles électriques comme indice d'oscillation électrique en résonance. C'est ainsi qu'il remarqua que les étincelles étaient amplifiées chaque fois que la bobine était éclairée par celle d'un autre circuit, et même lorsqu'un tube à ultraviolet était allumé à proximité. Il observa en outre en 1887 que le phénomène était particulièrement marqué chaque fois que c'était l'électrode négative, donc la cathode, qu'on éclairait ainsi. Ce fut là les premières manifestations fort modestes de la photoélectricité. Il fallait désormais reproduire photoélectricité genre photovoltaïque? Non, c'est pas possible, si? J'ai une grosse connerie ou je dis pas une grosse connerie? Il fallait désormais reproduire l'amplification photoélectrique par un appareil plus simple, ce que fit l'année suivante le professeur de l'université de Dresde, Hallwausch,
pardon, et j'y arrive pas avec les noms, je suis désolée, hein, et caractérisé quantitativement l'effet Philippe Lénard. Il parvint 11 ans plus tard en utilisant le tube cathodique. Il montra qu'en faisant le vide, la cathode reçoit un rayonnement ultraviolet presque pur, et que ce rayonnement libère des électrons du métal plus efficacement. Donc en gros, tu as un tube où il y a le vide, et qu'en faisant le vide, la cathode, donc le moins, c'est ça? Attends, putain, je l'ai lu. La cathode, c'est l'électron négatif. Ok. Tac, on fait le vide. La cathode, elle reçoit un rayonnement ultraviolet, et que ce rayonnement, il libère des électrons. Ok, et que c'est plus efficace. Cette purification des conditions expérimentales, non seulement constituée à la base des recherches sur l'effet photoélectrique dans l'air et des autres gaz, mais permis de nouvelles découvertes. C'est génial. Ok. Il faut d'abord rappeler que les phénomènes de phosphorescence connus depuis un siècle commençaient déjà à être comprises grâce aux travaux de Stokes, qui avait établi que, comme dans le cas de la fluorescence, la nature de la matière des corps modifie la longueur d'onde du rayonnement, incidant jusqu'à la reconstituer sous forme de lumière visible. Et on avait découvert ensuite, en fabriquant du phosphore, que la lumière émise par un métal chauffé électrise des corps phosphorescents et modifie la couleur de leur phosphorescence d'une manière spécifique à chaque métal. Ça suggérait déjà que la lumière émise par incandescence d'un métal est liée, en quelque façon, à une émission électrique. Ok, que la lumière émise par un métal chauffé électrise les corps phosphorescents et modifie la couleur. D'accord. Ce qui, avec les modèles planétaires de l'atome et la quantification d'énergie, a stimulé les recherches sur la théorie de l'émission lumineuse et a joué un rôle central dans l'hypothèse des quanta-lumière formulée par Einstein en 1905. Ah, on se couchera vraiment moins con. Ouais. Mais alors, on va pas tarder à s'arrêter. Il me reste un tout petit paragraphe. Et là, j'ai le cerveau qui est en train de fumer. C'est un truc de dingue. En 1886, la découverte de l'effet photoélectrique fit sensation, car si l'on savait depuis 3/4 de siècle comment... Attends. Non. Ouais, si, 3/4 de siècle. Putain, la phrase, elle est bizarre. En 1886, la découverte des effets photoélectriques fit sensation, car si l'on savait depuis 3/4 de siècle comment électriser des solides ou les éclairer aux ultraviolets, personne ne soupçonnait qu'il y eût de la conjonction entre deux phénomènes, quelque chose de nouveau à observer. Hertz lui-même n'avait fait cette découverte qu'en reprenant les recherches de Faraday. C'est trop bien, c'est trop cool. On s'arrête là-dessus pour la lecture. C'était hyper cool. Nous, ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, on va faire un tour à la comment dire, à la médiathèque pour voir s'il y a des bouquins avec des choses qui sont quand même assez vulgarisées. Là, vous êtes sur le deuxième live de On se couchera moins con. On a commencé hier et en fait, moi, j'adore parce que ça me permet d'avoir un temps qui est ultra chill et d'apprendre plein de choses. Et ça m'éclate sur des choses qui sont quand même assez simples. Donc là, on est allé jusqu'aux ondes électriques. L'objectif est pour moi de comprendre comment fonctionne un ordinateur et puis de comprendre un petit peu toutes les découvertes qu'il y a eu. L'histoire des découvertes est quelque chose qui est hyper fascinant pour moi. Enfin, je pense que ça se voit que ça m'éclate. Je trouve génial que tu t'intéresses à ça. Le grand nom de ce sujet sont Hertz, Maxwell, Tesla et Edison. Ouais, c'est ça. Et en fait, entre hier et aujourd'hui, j'ai appris énormément de choses. Donc, il y a peut-être des choses où j'ai un petit peu de mal à comprendre, mais je trouve ça cool au niveau du chat de me donner des explications, comme Kiki Katori qui me disait, moi j'étais un peu réfractaire par exemple à Wikipédia, et qui a su me rassurer en disant, en fait pas tant, parce qu'il y a toujours des gens qui vérifient, il y a tout qui est fait, tout qui est calé. Moi j'essaye toujours de vous donner les sources que je vois au niveau des sites, et en vrai c'est trop bien, ça me plaît. Donc voilà, n'hésitez pas à follow la chaîne si ça vous plaît. Si vous voulez sub, n'hésitez pas non plus. Voilà, moi ça m'éclate. Je pense qu'on va se retrouver demain après-midi, toujours à peu près aux mêmes heures, parce qu'en vrai ça m'éclate vraiment. Tu vois, ça fait le petit moment un peu chill entre ton activité du matin, tu sais, quand t'es en train de digérer et que t'as pas envie qu'on t'agresse avec des sons qui sont forts. Je trouve ça assez cool. Et moi, c'est vraiment la période où, à part être posée dans un canapé et boire un café, j'ai pas envie d'autre chose. Donc, non, en vrai, c'est vraiment, vraiment cool. J'ai essayé de vous envoyer... Oh, merci pour le follow, Alex. Alex 00963. Génial. Alors, on a, on a atteint 330 followers. Oh, c'est trop cool. C'est trop bien. C'est trop bien. Merci à tous. Je vais essayer de vous envoyer sur un live. On va essayer de se mettre en raid. Chez qui je vous envoie?
Ce matin, j'avais fait Vince, Reg, bon, Domingo avec Sika, hein, voilà. Est-ce qu'on connaît quelqu'un? Est-ce que vous avez des gens que vous connaissez qu'il faudrait que je découvre? Allez, je vais vous envoyer chez Rage. Attendez, bougez pas. Donc, Rage qui stream, je pense à mon avis qu'elle est sur Palworld. Attendez. N'hésitez pas à lui faire un coucou, n'hésitez pas à la follow. Et alors, hop, si je fais ça, lancer un raid sur une chaîne, on va chez Rage et on se retrouve demain après-midi dans tous les cas. C'était grave cool. Mais en vrai, c'était trop bien. On se retrouve demain après-midi pour le même type de live. C'est entre 13h30 et 14h. Voilà. Je vous fais à tous des bisous et je vous envoie en raid et passez tous une très très bonne journée. Et ça se lance dans 5 secondes. Parfait. Bisous bisous. Allez, ciao.